Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. L'hebdomadaire Le Point propose dans le numéro en kiosque cette semaine un grand dossier spécial intitulé « Révélations sur Hitler et sur le Troisième Reich », un dossier qui a évidemment passionné Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jour de Yom HaShoah, le jour de la commémoration de la Shoah, et tout à l'heure nous allons nous interroger sur le statut de juste parmi les nations qui pourrait être décerné par exemple aux frères de Göring, Albert Göring, auquel le dossier du Point consacre un article. Ce dossier est passionnant parce qu'il tranche sur les informations plus ou moins fantaisistes que l'on peut lire ici ou là sur Hitler et sur son entourage. On révèle bien des secrets dans ce numéro du Point, mais ce sont des secrets qui s'appuient sur des éléments fiables. D'ailleurs, ce dossier est largement nourri d'extraits d'un ouvrage de François Kersaudy. Oui, le livre de François Kersaudy s'appelle tout simplement « Les secrets du Troisième Reich ». Il sort chez Perrin. Alors nous aurons l'auteur en ligne dans un moment. Et puis, à la fin de cette émission, je me permettrai aussi d'appeler Didier Van Kovlart qui fait paraître un roman « La femme de nos vies » dont la toile de fond est également le régime nazi. Vous voyez que le programme est très riche aujourd'hui. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Hitler, avec son œil torve, sa mèche lissée et sa petite moustache, n'en finit pas de fasciner notre époque. Il incarne, mieux que n'importe quel criminel d'État, et Dieu sait qu'il y aurait pourtant le choix, il incarne à la quintessence l'idée que nous nous faisons du mal, un peu comme le Satan des temps plus anciens. Oui, je crois qu'on peut le dire, Adolf Hitler est le Satan laïque et universel de nos sociétés postmodernes. Qu'il s'agisse d'émissions de télévision ou de radio, de dossiers dans la presse ou de livres, on est certain de toujours intéresser le public dès lors qu'il est question de lui ou de son entourage. Comment, pendant toutes ces années, des êtres humains ont-ils pu graviter si près du mal incarné, applaudir à ses délires, les devancer parfois, et du coup partager sa responsabilité écrasante dans tous les crimes commis au nom du nazisme, et d'abord dans celui qu'on commémore aujourd'hui? Il y a là une sorte de mystère qui nous intéresse tous à des degrés divers. Comment s'étonner, dans ces conditions, de l'abondance des publications sur le Troisième Reich, que celles-ci se veuillent sensationnelles, dénonciatrices, pédagogiques, voire propitiatoires? Comment s'étonner que, parmi quantité de documents utiles et d'études intéressantes, se glissent aussi des travaux moins sérieux, moins étayés? L'un des mérites du livre de François Kersaudy, c'est de tenter un tri entre le bon grain et l'ivraie, entre ce que l'on peut affirmer sérieusement des dessous et des coulisses du nazisme et ce qui relève de l'extrapolation. Des extraits de son ouvrage sont donc publiés dans le Point de cette semaine, de même, et ce sera tout à l'heure le sujet de mon récit, que des transcriptions de propos tenus par Hitler en réunion dans le cadre ultra secret de son état-major, et vous allez voir à quel point ça aussi c'est passionnant. Auparavant, en compagnie de François-Guillaume Laurin du Point, j'aimerais faire un tour d'horizon sur les révélations que contient ce dossier, où l'on apprend que la question des éventuelles origines juives de Hitler a fait beaucoup de dégâts en son temps, que dans le panier de crabes qui gravitait autour du Führer, tout le monde se tenait à coups de dossiers compromettants et de secrets plus ou moins bien gardés, qu'un certain Félix Kersten, il était le masseur d'Himmler, a sauvé beaucoup de juifs, que le maréchal Göring avait donc un frère qui a fait de la résistance au nazisme, et puis nous parlerons aussi de la santé d'Hitler, tant physique que morale, ce dernier point étant, vous le savez, la principale pomme de discorde entre les historiens du nazisme. Le seul chapitre du dossier sur lequel je vais faire l'impasse aujourd'hui, c'est la question des juifs français, puisque nous allons lui consacrer à cette question une émission entière. Ce sera lundi prochain, à l'occasion de la sortie du livre de Jacques Semelin, Persécution et entraide dans la France occupée, où l'on verra justement quel a été le sort de ces juifs de France pendant les années d'occupation. Vous voyez donc que nous avons aujourd'hui, je le disais à l'instant, beaucoup de choses à évoquer. Alors, pourquoi tarder? Nous allons commencer tout de suite.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec Franck, votre premier invité sur Europe 1, François-Guillaume Lerin, qui est journaliste, grand reporter au Point. Le Point qui propose, je rappelle, dans le numéro en kiosque cette semaine, un grand dossier spécial intitulé « Révélations sur Hitler et sur le Troisième Reich ». Oui, alors bonjour François-Guillaume Lerin. C'est vous qui avez dirigé ce grand dossier qui s'appuie donc sur 3 ouvrages. Persécution et entraide dans la France occupée de Jacques Semelin, ce sera nous le sujet de l'émission de lundi prochain. Cet ouvrage qui est une transcription d'un certain nombre de transcriptions sténo des entretiens qu'avait Hitler avec ses généraux dans le cadre de son état-major, ça s'appelle Hitler parle à ses généraux, ça c'est chez Tempus, et puis bien sûr l'ouvrage de François Kersaudy, Les secrets du Troisième Reich chez Perrin, qui vous sert un peu en quelque sorte de socle pour évoquer un certain nombre de sujets. Alors c'est quand même effarant parce que le nombre de dossiers qui ont pu être consacrés au Troisième Reich, au nazisme, à la solution finale, à toutes ces horreurs de la Seconde Guerre mondiale sont infinis. On compte les ouvrages publiés par dizaines de milliers. Quant à la presse, c'est extraordinaire. Moi, j'ai, vous savez, une collection de revues spécialisées dans l'histoire. Presque une couverture sur 4 est consacrée à ce sujet. Et néanmoins, au bout de 70 ans et plus, on arrive encore à trouver du nouveau. Oui, alors là, on faut rendre hommage à François Kersaudy, c'est parce que c'est quelqu'un qui est polyglotte, qui a aussi beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés il y a très longtemps. En fait, voilà, c'est simplement que les vagues se succèdent, les couches de livres, et on oublie parfois des livres majeurs, et l'écrémage se fait pas toujours par le haut. Et il faut toujours aller chercher d'autres livres qui ont été publiés en 1940 déjà, sur le moment, par des acteurs qui ont pris la fuite et qui voulaient témoigner très vite. C'est ce que Kersaudy fait, par exemple, sur les origines juives. Il s'appuie sur un témoignage de Köhler, un agent de la Gestapo. C'est quand même un cas assez étonnant. Alors on avait eu l'occasion de faire une émission sur Hitler et les femmes il y a quelque temps, et j'en avais profité pour dire un mot justement de ses origines juives, mais Hitler lui-même ne savait pas ce qu'il en était. Voilà, ce qu'on apprend vraiment de manière certaine chez Kersaudy, c'est que il en était, le doute le taraudait, et pour ne pas avoir de conséquences néfastes et pour que rien ne sorte, il a fait une sorte de tabula rasa sur tout ce qui pouvait éventuellement le gêner. Donc ça veut dire que il va faire en sorte que des dossiers dont il sait qu'ils sont montés compromettants contre lui sur ses origines soient détruits. Il nie des liens de parenté, par exemple, avec un neveu qui commence à donner des interviews compromettantes et gênantes, ou bien il fait carrément raser les villages de sa grand-mère et de son père. Le neveu en question, vous en parlez, il s'appelait William Patrick Hitler, et il vivait à Londres. À Londres, c'est un demi-neveu en fait, et il y a cette phrase de Hitler, je ne veux pas savoir d'où je viens, je ne veux pas qu'on sache d'où je viens, qui je suis, qui est ma famille. C'est-à-dire vraiment, c'est un peu le super homme qui est créé ex nihilo, qui est tombé du ciel un peu. C'est aussi le mythe. Là, on est aussi dans la mythification qu'on retrouvera par exemple chez Leni Riefenstahl dans le grand documentaire, l'homme qui arrive par l'avion du ciel. C'est la première image de Germania. Voilà. Donc on retrouve ça, et donc là il y a un côté un peu polar là sur ses origines juives. Mais ce dont on est certain, c'est qu'il ne savait pas, mais qu'il était très inquiet. C'est comme par exemple Heydrich. Il y a de fortes chances pour que sa grand-mère maternelle soit juive. Là on est dans le côté dossiers, chacun là autour de les grands dignitaires autour qui se montent des dossiers les uns contre les autres. C'est ça qui était effarant, en même temps c'est un milieu de pouvoir, et on connaît tous les milieux de pouvoir, n'est-ce pas? Mais ils ont tous des informations les uns sur les autres, et en quelque sorte ils se tiennent. Ils sont au courant des origines juives de l'un, ou en tout cas d'un certain nombre de ces liens de parenté, des comptes, de toutes les questions financières et malversations financières de l'autre, du passé plus ou moins présentable politiquement d'un troisième. Enfin, chacun a des dossiers sur les petits copains, et évidemment, ils se tiennent tous entre eux. Ils se tiennent tous. C'est en fait l'illustration d'un propos historique beaucoup plus large sur l'idée qu'en fait, le Troisième Reich, c'est une série de ministères et de contre-pouvoirs qui se tirent dans les pattes, et où Hitler pratique la politique du diviser pour mieux régner. Là, simplement, elle est incarnée par des hommes, c'est-à-dire ceux qu'on connaît, Goebbels, Himmler, Heydrich,
Göring, qui sont tellement sûrs de leur coup qu'évidemment ils préparent les lendemains qui peuvent déchanter, qui peuvent être dangereux pour eux. Et donc par exemple, mais on est à la fois dans le pouvoir et dans le grand guignolesque. Par exemple, l'anecdote du von Ribbentrop, qui est le grand ministre des Affaires étrangères allemand, qui déserteur pendant la Première Guerre, qui n'est pas noble, qui donc s'achète une particule et qui ne la paye même pas. Enfin, on est dans la petite cuisine, mais qui a son importance dans ces rapports permanents de pouvoir, parce que Himmler s'oppose évidemment à Göring sur d'autres problèmes beaucoup plus graves, que ça soit la responsabilité de l'extermination des Juifs, et donc tout ça, il faut imaginer que c'est utilisé en sous-main pour d'autres discussions qui ont une portée très importante pour l'histoire. Nous avions consacré il y a quelque temps une émission à Staline, et on avait vu à quel point dans l'entourage de Staline, c'était la même chose, chacun avait ses petits secrets. Et alors, il y avait une dimension que je crois percevoir chez Staline et qui est peut-être moins évidente chez Hitler, c'est que le grand sport, c'était à qui parlera à Staline, et alors on était immédiatement, éjecté, et c'était le début de la fin. On a l'impression que Hitler est moins fait régner une terreur moins grande dans son entourage immédiat. Oui, sauf que l'accès après va être de plus en plus verrouillé au fur et à mesure que la guerre avance. Et il y en a un qui est vraiment le Cerbère, c'est Martin Bormann qui est son secrétaire, et qui va prendre de plus en plus de pouvoir au fil des années, et qui va. Et puis il y a aussi ceux qui ne veulent plus trop avoir affaire aussi à Hitler, qui sont assez soulagés de ne pas lui parler parce qu'ils savent comment ça se termine, oui. Puis c'est-à-dire par un monologue où ils vont pas pouvoir en placer une. Mais alors on s'en rend compte dans ce que je vais lire tout à l'heure, c'est-à-dire dans ces rapports de réunions d'état-major, c'est que plus le temps passe et plus les interventions d'Hitler tournent à des espèces d'auto-discours, des espèces de monologues comme ça, où il tourne lui-même tout seul en boucle, si je puis dire. Est-ce qu'il était, d'après vous, alors on va avoir François Kersaudy au téléphone dans un instant, et je sais ce qu'il pense de la question, mais d'après vous, est-ce qu'il était vraiment fou ? Il avait des obsessions très 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 marquées et appuyées sur une expérience personnelle, appuyées sur un délire idéologique qui est aussi de son époque et qu'il a un peu décanté et condensé à sa manière. Est-ce qu'il était fou ? Faudrait savoir quelles sont les catégories cliniques. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette folie, pour revenir au livre que vous évoquez, elle n'a pas été si souvent documentée dans la parole même. Il y a toujours un problème. Que disait-il ? La transcription, parce qu'il n'a jamais laissé d'écrit, très peu. Et on sait par exemple lors d'extermination, il n'y en a pas, des Juifs. Et donc, à part Goebbels dans son journal, qui a beaucoup noté, qui a fait beaucoup de verbatim, il y a que là ce document dont vous allez parler est remarquable parce qu'on y est là vraiment. Ah oui, on est à sa demande d'ailleurs. Donc voilà, on est en situation. C'est très important ça. Alors dans un instant, nous allons avoir en ligne François Kersaudy pour évoquer avec lui un certain nombre des personnalités qu'il a mises en évidence dans cet ouvrage, Les secrets du Troisième Reich, édité chez Perrin. Kersaudy a des choses étonnantes à dire. On parlera également de Félix Kersten, d'Albert Göring, enfin de toutes ces personnalités extrêmement mêlées au régime nazi et qui ont essayé de sauver le plus de juifs possible. Bonjour François Kersaudy. Oui, bonjour. Merci de nous parler, bien que vous ne puissiez pas être à Paris, c'est bien qu'on puisse quand même vous avoir au moins au téléphone. Alors je vous avoue que j'ai dévoré votre ouvrage, c'est vraiment très passionnant, et notamment vous apportez un point de vue, on va dire, définitif sur un sujet qui moi me passionne depuis très longtemps, j'allais dire depuis l'enfance, c'est l'affaire Rudolf Hess, que vous clarifiez une bonne fois pour toutes. Oui, c'est une de ces affaires sur laquelle on a écrit quand même une quantité invraisemblable d'âneries, parce qu'il faut sortir des livres et qu'il faut sortir des théories nouvelles. Et parmi les plus connus, vous avez Rudolf Hess est parti sur ordre d'Hitler. Alors j'ai essayé de reprendre toute l'affaire depuis le début. Il faut résumer en un mot. Il faut dire donc Rudolf Hess qui passe en Angleterre quand même. Voilà. En mai 41, Rudolf Hess va en Angleterre. Considéré comme le dauphin d'Hitler. Avec les Anglais, ce qui peut paraître un peu fou, surtout un mois avant l'invasion de l'URSS, un petit peu plus. Et donc, ça a été affirmé. On a même fait des faux il y a un spécialiste qui s'appelle Martin Allen
qui a fabriqué des faux et qui les a mis dans les archives pour pouvoir confirmer son best-seller, évidemment. Puis après, on s'est aperçu que, évidemment, c'était un petit peu gros. Alors, on a regardé un petit peu, on s'est aperçu que les documents d'époque de 1941 avaient les entêtes au laser, donc ça paraissait difficilement compatible. Donc, il a été interviewé par Scotland Yard. Donc, tout ça, vous avez une quantité de blagues là-dedans qui est tout à fait étonnante. Et si on écarte tout ça et qu'on essaye de voir le faisceau de témoignages, de documents, ce que cela indique, et surtout ce qu'a dit Rudolf Hess lui-même, parce qu'il a parlé quand même très longtemps. Si on met tout cela bout à bout, on arrive à la conclusion à peu près. Le mystère est à peu près levé, c'est Rudolf Hess qui a fait cela de sa propre initiative. Oui, de son propre chef, oui. Et qui a lui-même dit, et bien d'autres avant lui et après lui, que si Hitler l'avait su, il l'aurait pendu. Donc, de ce point de vue-là, c'est au moins un mystère qui est totalement éclairci. Et d'ailleurs, il a survécu très longtemps, hein, Rudolf Hess. Très longtemps. Je me rappelle sa mort, c'était quand il faisait son service militaire. Oui, voilà, oui. Il n'en souvient pas beaucoup. Mais sur une chose, il n'a jamais varié. Non, j'y suis allé de ma propre initiative, dans des conditions d'ailleurs parfaitement rocambolesques. Et voilà, j'étais allé négocier avec les Anglais. J'ai été très surpris que les Anglais ne veuillent pas négocier avec moi. Mais enfin bon, ça c'est voilà, de ce point de vue-là, c'est une question, je crois, réglée, même si vous avez toujours des gens qui vont revenir dessus, qui vont vous refaire des best-sellers là-dessus. Alors justement, dire, non, ça y est, on a retrouvé. Vous avez évoqué plusieurs fois le mot best-seller. Est-ce qu'on peut dire justement qu'il y a une sorte de course au scoop sur tous ces sujets, et comment expliquer sinon qu'il y ait tant de versions fantaisistes sur les principaux acteurs du Troisième Reich et sur cette période de la Seconde Guerre mondiale d'une façon plus générale? D'une part, ça exerce toujours une fascination. D'autre part, il y a l'école américaine qui est un petit peu dépassée, mais ce qui explique d'ailleurs son succès en France, c'est un auteur, qu'il soit journaliste ou historien, dit voilà, j'ai une théorie géniale qui est nouvelle et audacieuse. Écoutez-moi, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est pas vrai. Et ma théorie, je vais chercher tous les éléments qui me permettent de prouver, parce que le Coran a dit qu'il y a toujours des preuves pour ceux qui veulent croire. Donc, je vous affirme que Pie XII était le complice d'Hitler, qu'on croyait que c'est son pire ennemi, que Churchill a fait exécuter Mussolini pour l'empêcher de parler, mais on ne sait pas pour l'empêcher de parler de quoi. Oui, on brode, le duc de Windsor, ce grand bonnet, est en fait un agent des nazis qui a trahi son pays pour retrouver son trône, alors qu'il l'avait abandonné avec soulagement 2 ans avant, que l'amiral Canaris a trahi la résistance allemande, alors justement, et que pour le récompenser, sur l'amiral Canaris, Hitler l'a fait pendre, donc ça paraît idiot, François Kersaudy, voilà, pardon. On vous le dit, c'est comme ça, c'est nouveau, donc c'est bien. Bon, tout ça, évidemment, ça repose sur rien du tout, et quand on n'a pas de pièces, qui est généralement le cas, parce qu'évidemment c'est pas vrai, et ben les pièces, comme je vous ai dit, on les fabrique, et ça permet de vendre non seulement dans les pays anglo-saxons, mais aussi à l'étranger. On traduit parce que le faux se vend très bien, et donc on aime ça. Et je peux vous prédire que bientôt vous aurez un nouveau best-seller qui vous dira qu'Hitler était l'amant de Staline et que tous les deux se sont rencontrés chez les francs-maçons, et puis 2 ans après vous aurez un autre best-seller pour vous dire que tout ça c'est des bêtises, mais entre-temps on aura vendu beaucoup de papier. Ce qui est intéressant, je crois, et ce que moi j'ai voulu quand même établir dans ce livre, et qui m'a surpris pratiquement autant qu'il surprend le lecteur, c'est l'extraordinaire mare d'alligators qui était le Troisième Reich avec ses dirigeants, dont François-Guillaume Laurin a un petit peu parlé. Comparé à cela, si vous voulez, nos Guérini, Strauss-Kahn, Cahuzac sont des modèles de probité candide. Même Al Capone fait figure de truand mineur, de gang petit. Alors justement, cette mare d'alligators, nous allons y replonger, si je puis dire, dans un instant, pour évoquer un certain nombre de ces figures. Les secrets du Troisième Reich de François Kersaudy, c'est édité chez Perrin. Merci beaucoup François Kersaudy. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui s'intéresse maintenant sur Europe 1 à la transcription de propos tenus par Hitler à ses généraux. Et oui, si vous êtes comme moi affecté du complexe de la porte close, c'est-à-dire que vous nourrissiez l'envie irrésistible de savoir ce qui se dit dans les réunions fermées, les conciliabules et les conférences interdites, eh bien ce livre va vous captiver. Il présente en effet une petite partie des transcriptions effectuées par l'équipe sténo de Hitler à partir de l'automne 1942. Alors il faut resituer ça dans le contexte, bien entendu. Automne 42, vous voyez, c'est le grand tournant de la guerre, et depuis les échecs répétés de la Wehrmacht dans le Caucase, Hitler est de plus en plus méfiant à l'égard de son propre état-major. Il estime qu'une partie de ses ordres ne sont pas suivis et il éprouve le besoin de disposer de la retranscription de tous les entretiens. Vous connaissez la sentence, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Au moment de la libération de l'Allemagne, une petite partie de ces transcriptions, on estime que c'est environ 1%, une petite partie va tomber entre les mains des Américains, et ce sont elles qui font l'objet de cet ouvrage présenté par Helmut Heiber et publié dans la collection de poche Tempus. Ça s'appelle « Hitler parle à ses généraux ». Alors on a, en lisant ces pages, l'impression d'être une petite souris qui s'est glissée dans le QG de Hitler, à Rastenburg notamment, et évidemment cela provoque pas mal de surprises et beaucoup d'effroi. Naturellement. Voici par exemple ce que dit Hitler en décembre 1942 à propos de ce qui se passe en France. Alors Jodl, d'abord, a commencé par expliquer la situation. Le commandant en chef de nos forces en France, dit Jodl, rend compte de la journée d'hier qui a été assez calme. Alors la journée en question, on était là le 1er décembre 42, donc c'était le 30 novembre 42. Pas de changement visible dans l'attitude de la population, pas d'incident de la part des soldats français démobilisés, un acte de banditisme contre une mairie de Saône-et-Loire. La police française a pu arrêter 6 des auteurs de l'attentat qui étaient armés et qui appartiennent tous à une organisation terroriste. Évidemment, on est dans toute la phraséologie vue du côté nazi. Mais vous avez bien entendu, la police française, a dit Jodl. Et voilà ce que répond Hitler. Bien, bravo pour la police. Nous allons l'atteler à notre char et ne plus travailler qu'avec elle. Himmler connaît bien la police. Il use de moyens condamnables et petit à petit, il peut ainsi tenir les gens en laisse. Nous allons faire alliance avec la police. Et ces propos sont tenus en pleine réunion d'état-major devant tout un ensemble de hautes personnalités du régime, bien entendu. Alors Jodl en rajoute. Oui, elle produit la meilleure impression, mein Führer, dit-il. Et Hitler: la police est plus haïe en France que n'importe quoi d'autre et elle cherche à s'appuyer sur une autorité plus puissante que ne l'est son propre gouvernement. Eh bien, cette autorité, c'est nous. Ça, c'est ce qui s'appelle de la franchise. Le jour viendra, ajoute Hitler, où cette police française insistera pour que nous ne quittions pas la France. Alors Jodl intervient, il dit: le nombre des ouvriers français assignés au travail en Allemagne a dépassé 200 000 ces jours derniers. Cela ne fera qu'augmenter, dit Hitler. D'abord, ces gens-là ne possèdent rien. Et ensuite, ils se disent qu'ils échappent tout au moins au danger de guerre. Ils ne veulent pas de guerre parbleu. Pourquoi faire? Ils ont tous le sentiment que, quoi qu'il arrive, toute cette guerre aura été une folie. On est, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, on est toujours sidéré de la légèreté avec laquelle les gouvernants, lorsqu'on possède comme ça des verbatims de haute réunion, quelle que soit l'époque et quelle que soit la personnalité en question, on est toujours étonné de la légèreté avec laquelle un certain nombre de questions peuvent être traitées. Alors on trouve comme ça, je ne peux pas vous lire tous les extraits de ces fameux verbatims, de ces dialogues d'Hitler avec ses propres généraux présentés par Helmut Heiber, mais ce qui est le plus étonnant peut-être, c'est ce que peut dire Hitler d'un certain nombre de hauts responsables. Ses points de vue sur la famille royale italienne et sur Badoglio notamment sont assez extraordinaires. Et puis alors, ce qu'il dit à propos du président Roosevelt. Les Américains ont bientôt leur élection présidentielle, dit Hitler. Alors là, on est nettement plus loin dans la guerre. On est le 20 décembre 1943. Si Roosevelt ne remporte pas de succès, parce qu'évidemment tout ça est transcrit en sténo, donc on n'a pas les termes tout à fait exacts, et continue sans cesse à s'engager dans cette histoire, il peut arriver qu'il ne soit pas réélu. Or, s'il n'est pas réélu, il sera mis en accusation 6 mois plus tard devant une haute cour américaine. Après ce que cet homme a fait, il ne peut plus se permettre que de sortir vainqueur de la guerre et ainsi de réduire autant que faire se pourra la dette publique. Mais comme candidat battu à la présidence, il serait mis en accusation par son successeur, ne fût-ce que par instinct de conservation, car celui-là recueillera un héritage. Alors là, la phrase est interrompue. C'est pourquoi il fera mettre en accusation son prédécesseur comme coupable de cette histoire. Toutes ces manipulations financières, déjà
déjà lors, et ça on ne sait pas quoi, mais aussi ses opérations financières ultérieures sont de telle nature que cet homme n'échappera pas à la haute cour, je vous le dis. Le successeur sera forcé de le faire, car celui qui viendra ensuite sera bien obligé de se colter avec la question. Dans ce pays qui, c'est un fait, repose sur un système d'économie libérale, capitaliste, et c'est malgré tout pour ça qu'ils se battent, une charge qui se monte peut-être à plusieurs centaines de milliards de dollars ne peut économiquement pas être digérée. Alors, est-ce que Hitler est dans son délire habituel ou est-ce qu'il met le doigt sur un véritable lièvre? Charge aux historiens d'en juger. Mais enfin, c'est toujours assez extraordinaire d'avoir ce genre de point de vue. Alors voilà ce que dit Hitler. Alors là, on est encore beaucoup plus tard dans la guerre. On est cette fois à la fin du mois de juillet 1944, c'est-à-dire bien après le débarquement anglo-américain sur les plages normandes. En ce qui concerne le front ouest, dit Hitler, et alors là, on est effectivement dans cette époque où il se met à avoir de longs monologues, où il fait de véritables conférences devant ses généraux. Il s'agit en fait, à mes yeux, d'une question absolument décisive. Si nous devions perdre la France comme théâtre d'opération, nous perdrions la base de la guerre sous-marine. Vous voyez à quel point Hitler relie immédiatement la France à des questions de géostratégie plus globale, et notamment cette fameuse guerre sous-marine. Il faut bien s'en rendre compte, dit-il, c'est de France que par la guerre sous-marine. À cela s'ajoute que nous en tirons encore certaines choses importantes du point de vue militaire, et parmi elles, ce qui reste de Wolfram, encore que les mines puissent probablement être plus exploitées qu'elles l'ont été jusqu'ici. Et oui, la France, ne l'oublions pas, est un véritable réservoir de matières premières, un véritable réservoir de minerais, mais aussi d'une façon plus générale de nourriture, par exemple, pour le Reich. Donc évidemment, perdre la France, ce serait très grave aux yeux d'Hitler. Mais il est également clair, dit-il, qu'opérer en France, et je crois qu'il faut mettre cela en tête de tout raisonnement, dans ce qu'on appelle une bataille en race campagne, est dans les conditions actuelles absolument impossible. Nous ne le pouvons pas. Nous pouvons nous mouvoir avec une partie de nos unités, et même cela d'une façon seulement limitée. Avec nos autres effectifs, nous ne pouvons pas nous mouvoir, non pas parce que nous n'avons pas la supériorité aérienne, mais parce que les unités par elles-mêmes ne peuvent pas se mouvoir, ni par leur armement, ni par le reste de leur équipement. Elles ne sont aptes à mener une guerre de mouvement. On a quand même dit qu'au moment du débarquement de 1944, Hitler était devenu complètement fou, qu'il n'avait plus du tout de vision de la situation. On se rend compte là, d'une façon patente, François-Guillaume Laurin, qu'il est au contraire d'une grande lucidité sur la situation. Oui, il est d'une grande lucidité. Il connaît très très bien tout ce qui est armement. Il a même donné des leçons à ses propres généraux. Il a une mémoire encyclopédique sur tout ce qui est fût, canon, navire, tout ça. Bon, il a été quand même il est ce qu'on appelle un hypermnésique. Oui, un hypermnésique, autodidacte. Mais il a été quand même trompé par l'opération Fortitude. C'est-à-dire c'est ce mois qui va s'écouler entre est-ce que c'est le Nord-Pas-de-Calais, est-ce que c'est la Normandie. Il est bien tombé dedans. Il est assez lucide sur, vous parliez de la guerre navale, il est assez lucide de la grande faiblesse maintenant, et c'est ça qui va faire en fait basculer la guerre aérienne, que la Luftwaffe de Göring en particulier donc a été complètement laminée. Mais il va être, il y a d'autres extraits plus loin, alors évidemment il faudrait tout, oui, bien sûr, mais c'est passionnant quand il refuse, ça c'est aussi un autre tournant, quand il refuse en fait de transporter ces unités parce qu'il tient tant à la France vers le côté Pologne. Quand Staline, en janvier, quand il veut faire sa grande contre-offensive des Ardennes en janvier 45, là, il veut dire non, je veux tenir le front de l'Ouest, et il ne bascule pas sur le front de l'Est, et c'est pour ça que Berlin va se faire envahir très très vite par les Russes et toute la Pologne. Et là, il va, et là, il y a beaucoup de discussions là-dessus, d'ailleurs, on lui conteste à un moment. Et à mesure qu'on avance, évidemment, dans cette lecture, on se rend compte qu'il y a comment dire, que Hitler perd peu à peu son sang-froid et que les colères sont de plus en plus nombreuses. Même si les transcripteurs ne mentionnent pas toujours qu'il s'agit de colère, il suffit de comprendre dans les termes même qu'Hitler se met à hurler sur tout le monde. Puis ça tourne en rond, ça revient, ça dure des heures et des heures. C'est 3-4 heures chaque conférence. Je ne sais pas si vous imaginez à chaque fois ce qu'ils doivent endurer. Ouais. Et ce sera de pire en pire, évidemment. On sait ce qu'il en a été plus tard dans le bunker. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Voici sur Europe un extrait de la BO du film d'Olivier Hirschbiegel, La chute Franck. Et oui, et en ce jour de commémoration de la Shoah, évidemment, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont ceux qui, au sein même de ce pouvoir nazi, ont essayé de sauver des Juifs. Et là, il y a une figure passionnante qui est bien sûr dans le livre de François Kersaudy et que vous avez mise en valeur dans votre dossier du Point. C'est Félix Kersten, François-Guillaume Laurin. Oui, alors Félix Kersten, on a demandé aussi à François Kersaudy d'écrire pour la première fois dans la presse française un papier sur lui. C'est le masseur d'Himmler. C'est un homme corpulent, main solide, qui a appris beaucoup de choses auprès d'un médecin zen, on va dire, et qui va petit à petit rentrer dans le cercle des grands dignitaires pour soigner Himmler, mais d'autres. Et au fur et à mesure que la guerre avance, il exerce une véritable emprise psychologique et physiologique sur Himmler, qui a besoin de lui, qui a des crampes, qui somatise un rapport un peu, on va dire, sadomaso avec Hitler, et qui va lui lâcher aussi dans une sorte de poker menteur, un peu de jeu de dupe. Il pense à la suite, Himmler, et donc il se dit, voilà un homme par qui je vais pouvoir faire passer des libérations, et l'autre qui demande en permanence. Et ce que Kersaudy dans l'article nous explique, c'est qu'aussi il y a, évidemment, ça se sait un petit peu, Himmler prend des risques, hein, mais dans l'entourage d'Himmler, on protège cet homme qui va quand même presque se faire liquider par Heydrich. La mort d'Heydrich en 1942 sauve Kersten. Et ce que montre aussi très bien Kersaudy, c'est que finalement on n'a pas rendu justice du tout à Kersten, que la gloire a été un petit peu volée par Bernadotte en 1945. Si son exploit demeure ignoré, écrit François Kersaudy, c'est que le comte Bernadotte, neveu du roi de Suède, s'attribue tout le mérite du grand sauvetage des ultimes semaines de guerre et le menace de le faire expulser de Suède au cas où il s'aviserait de le lui contester. Donc c'est assez. Il y a des règlements de compte aussi après la guerre pour s'attribuer le mérite de ce sauvetage. Et François Kersaudy, qui a d'ailleurs dédié son livre à Félix Kersten, étant visiblement en pourparlers avec Yad Vashem. Pourquoi ne déclare-t-on pas juste cet homme qui a sauvé, on est là à 60 000 juifs, on a au-dessus, enfin si on peut pas établir un palmarès de sauvetage, c'est un petit peu délicat, mais il n'y a que Raoul Wallenberg, la grande figure qui a sauvé les juifs de Budapest. On est à 100 000 juifs, mais on est largement au-dessus de Schindler. Alors justement, Oskar Schindler, lui, j'ai envie de dire que sa figure est un peu, sinon écornée, du moins nuancée par les découvertes, enfin les précisions de François Kersaudy. Oui, Kersaudy a lu un livre américain qui montre qu'en fait Schindler était membre de l'Abwehr, donc de Canaris. Donc des services allemands. Hein. Voilà, mais ça l'écarte pas, c'est-à-dire au sens où l'Abwehr de Canaris était aussi un noyau de résistance. C'est-à-dire que ça, dans l'esprit, ça permettait mieux d'aller contre le nazisme, et aussi c'est sans doute un filet de protection pour Schindler. Justement, je voulais dire un mot tout à l'heure de Canaris, mais François Kersaudy parti sur sa lancée, ne m'a pas laissé l'interrompre. Ce personnage a été très gravement remis en cause à 2 reprises là dans ces dernières années, et on a dit qu'en fait, sous ses apparentes volontés de résistance au régime, il aurait été parfaitement main dans la main avec Hitler. Et ça, Kersaudy le nie complètement. Hein. Oui, et là, il y a vraiment le dossier a l'air vraiment incontestable dans l'action au sein de son service. Il y a même aussi des justes à l'intérieur de son service qui ont été reconnus par Yad Vashem. Ensuite, multiples tentatives pour sauver, par exemple, empêcher Franco de s'allier avec l'Angleterre, empêcher une tentative d'assassinat en Italie contre le roi d'Italie. Enfin, des tas de choses. Même un projet d'attentat contre De Gaulle. Enfin, il y a là de manière certaine. Et puis la figure est très impressionnante par la rigueur et en même temps par l'intelligence. Canaris était très admiré par Hitler. C'était un peu son spy master, qu'il aurait voulu avoir pour contrer la MI5. Et on sent, en 30 pages.
on a envie de faire, soit de voir un grand film. Alors pour le coup, qui réhabilite aussi la personne des Canaris. Alors tout à l'heure, François Kersaudy parlait d'une mare aux alligators. C'est vrai qu'ils sont tous terribles. Le maréchal Göring possède des renseignements sur Goebbels et sur ses transactions financières douteuses. Enfin, chacun a ses petites histoires. Mais il se trouve que Göring lui-même a un frère, et un frère qui n'est pas du tout en accord avec le régime. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, alors c'est une histoire qui était un peu sortie par un Australien cette fois-ci, il y a 3 ans. Le livre a été publié à l'époque, il a été traduit en Allemagne il y a 1 an, et là, Yad Vashem est en train de constituer un dossier pour savoir, ça ne veut pas dire qu'il va être reconnu juste, mais c'est la procédure à suivre, savoir s'il y a cette preuve parce qu'il y a certaines conditions pour devenir juste. Il ne faut pas l'avoir fait contre de l'argent, il faut avoir pris des risques pour sa vie, il faut l'avoir fait de manière consciente. Ce que vous dites, devenir juste, c'est être déclaré juste par le Memorial Yom Vashem de Jérusalem. Et c'est donc faire partie de la liste des personnes qui ont sauvé des Juifs au moment de la Shoah. C'est ça. Voilà. Et donc Albert Göring, dont il est aussi probable rien n'est simple dans ces histoires, qu'il ne soit pas vraiment le frère, mais le demi-frère de Göring, a, en tant que membre dirigeant des usines Skoda en Tchécoslovaquie, fait un peu la même chose que Schindler lui-même, homme d'entreprise, c'est-à-dire récupérer des détenus de camps de concentration, en particulier de Theresienstadt, pour ensuite les libérer, tout en faisant pression sur son frère, en faisant jouer un peu la fibre fraternelle, et en même temps, en étant victime en 1945, arrêté tout de suite parce qu'il est le frère de Göring. Alors le frère ou le demi-frère d'ailleurs, puisque là-dessus... Oui, et le père probable, là encore, il faut rendre hommage à François Kersaudy qui est partout, puisqu'il a fait une grande biographie de Göring, c'est que le père probable, c'est von Epstein, qui était en fait le parrain protecteur des Göring, et avec qui la mère de Göring a eu une liaison au moment où Albert Göring est né. Alors cet Albert Göring, frère ou demi-frère du célèbre maréchal Göring, a été, vous nous dites, arrêté en 1945, et il est jugé à Nuremberg lui aussi. Mais il est arrêté, il est dans une cellule pas loin de son frère ou demi-frère. Ouais. Et il ne fait pas partie des accusés de Nuremberg. Mais on s'en méfie. Il est en tête de ligne, et simplement il y a un hasard incroyable. Lui, il établit une liste pour établir son innocence, et il se trouve que l'interrogateur américain est cousin, plutôt le neveu d'une personne qui est mariée avec quelqu'un qui l'a sauvé. Et donc il peut corroborer la véracité des propos. Donc il est libéré, mais il va tomber dans la misère parce qu'il veut pas changer de nom. Et donc, évidemment, vivre avec le nom de Göring, c'est pas la meilleure manière d'envisager de prospérer la suite. dans l'Allemagne fédérale d'après-guerre. Il meurt 20 ans après, totalement abandonné, et voilà qu'un historien australien, vous parliez tout à l'heure de ces nouveautés, voilà, on est dans ce cas-là. Révélation sur Hitler et le Troisième Reich, c'est le grand dossier que propose Le Point qui est en kiosque cette semaine. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous a rejoint sur Europe 1 Didier Van Kovlart, qui est écrivain, romancier, auteur notamment de La femme de nos vies chez Albin Michel. Et oui, c'est un roman qui est tout à fait dans l'esprit de ce que nous évoquons aujourd'hui. Bonjour Didier Van Kovlart. Bonjour Franck. Merci beaucoup de nous avoir pris au téléphone. Alors vous avez écrit cet ouvrage La femme de nos vies sur un sujet alors assez important, extraordinaire. C'est cette histoire comment pourrait-on dire, de la mise à l'écart d'un certain nombre d'enfants qui étaient considérés comme débiles mentaux ou même débiles légers dans l'Allemagne hitlérienne. N'ayons pas peur des mots, c'est le prototype des chambres à gaz, c'est janvier 1941. La première fois, oui. L'hôpital psychiatrique d'Adamar, c'est là que les SS testent cette solution qui deviendra la solution finale sur les pensionnaires de cet hôpital psychiatrique, handicapés mentaux, mais aussi épileptiques, ce qu'on n'appelait pas encore les autistes, etc. Alors, il y a un personnage il y aura donc qui est votre personnage. Hein, il s'appelle David. Alors, son vrai nom au départ c'était Jürgen. C'est un jeune autiste, un paysan qui a été, on peut dire, abandonné par ses parents parce qu'il avait sauvé un veau de l'abattoir. Hein, d'ailleurs, c'est donc ils se sont dit il est fou, donc il faut le faire soigner. Voilà. Et les parents ne se doutaient pas que l'hôpital ça allait être, évidemment.
serait l'antichambre de la mort pour lui. Or, la veille de ce gazage, qui est le premier donc de cette atroce série, la veille, la nuit, comme ça, son camarade de chambrée décide d'échanger son identité avec lui, parce que lui est un véritable surdoué et il n'a pas du tout l'intention de continuer à vivre dans ce monde impossible. C'est le seul qui doit échapper à la mort. Il a été diagnostiqué comme surdoué. Il faut savoir que dans le même temps où le régime nazi, ce régime de gangsters, merci de souligner ça toujours, arrêtons avec ces mythes qui reviennent périodiquement, dans le même temps, il s'agit d'éliminer les bouches inutiles, les malades, les anormaux, entre guillemets, etc., et en même temps d'isoler les surdoués, les intelligences précoces supérieures au service du Reich. Et ce garçon est diagnostiqué surdoué par une jeune officier de la Wehrmacht, Ilsa Schaffner, qui dirige une école de surdoués, et donc elle doit venir le chercher, sauf que cet enfant, on a tué sa mère devant lui, la Gestapo a assassiné sa mère. Donc il n'a plus envie de vivre, en fait. Il ne veut pas survivre, et il va se léguer lui-même à son voisin de dortoir, parce qu'il lui dit, tu as l'intelligence du cœur, tu as la mémoire, tu es sympathique, tu es en bonne santé, tu peux faire passer le message que moi j'arriverai jamais à faire passer, puisque sa mère comme dans la réalité, c'est une femme qui avait réussi la fission nucléaire en 1934, qu'on n'avait pas écoutée parce qu'elle était juive et qu'elle était femme, on l'avait virée et on avait brûlé ses livres, et sinon Hitler aurait eu la bombe en 1939. Et donc voilà ce garçon de ferme qui est obligé d'accepter le rôle de surdoué en quelque sorte. Et voilà cette Ilsa Schaffner chargée d'un programme d'utilisation des surdoués. La voilà en présence d'un garçon qui lui n'est pas surdoué du tout, quoique. Et oui, parce que comme elle découvre que c'est pas le bon, mais tout autour il y a les SS qui ont supervisé ce premier gazage, et elle ne peut pas reconnaître en face d'eux que la machine de guerre nazie s'est fait baiser par un petit juif de 13 ans. Donc elle escamote vite le môme, et elle est obligée de le faire passer pour un vrai surdoué. Et en fait, c'est le regard qu'on pose sur nous qui nous modifie. Si on vous regarde comme un crétin, vous le resterez. Si on vous prête de l'intelligence, vous risquez vraiment de l'acquérir. Alors, disons-le clairement, Didier, ce David Roosevelt et cette Ilsa Schaffner, ce sont des personnages de romans, ils n'ont pas existé. J'ai envie de dire, malheureusement, on aurait adoré que ce fussent de vrais personnages. Si ce n'est que cette femme, Ilsa Schaffner, est inspirée d'une personne qui a existé, qui a en effet essayé de sauver des enfants catalogués anormaux, en disant que le handicap mental est souvent la conséquence d'un tempérament de surdoué, et l'autisme et tout ça. Et dans la réalité, une femme dont on m'a raconté l'histoire, un jour une lectrice en Allemagne qui me dit j'aurai un sujet pour vous dans ma famille, et qui me raconte ça, et elle ajoute malheureusement cette école de surdoués n'a pas duré longtemps parce qu'on a retiré les crédits pour les mettre sur une école de chiens surdoués. Incroyable. Et ça, c'est aussi une autre obsession d'Hitler, qui était de fabriquer des chiens espions, des chiens soldats dans l'école de Hanovre, dont je parle dans le livre aussi. On sait qu'il avait une vraie passion pour sa propre chienne berger allemand. Oui, pour Blondie. D'ailleurs, on assiste dans le roman à moment où il emmène Blondie pour un casting de surdoués, pour la faire tester par les maîtres chiens du Reich dans cette école, pour en faire une chienne surdouée. L'incroyable cynisme de cette époque qui nivelle tout est en même temps le terrain, dans mon roman, de l'extraordinaire destin de ce garçon qui, justement parce que Ilsa Schaffner travaille pour cette résistance allemande de l'intérieur dont vous parliez, travaille avec l'amiral Canaris. Oui. J'étais ravi qu'on parle de lui. On retrouve un certain nombre des personnages qu'on a évoqués pendant cette émission dans votre roman, La femme de nos vies, de Didier Van Kovlart. C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Didier. Merci à vous. La santé morale aussi bien que mentale joue un rôle très important dans ce régime nazi. On a l'impression d'ailleurs que Hitler lui-même, de ce point de vue, est un véritable cas. Hein. Vous le montrez bien dans votre dossier, François Guillaume. Pour en parler précisément, il faudrait avoir fait des études approfondies de pharmacie, ce que je n'ai pas fait. Donc je passerai très rapidement sur les dizaines et des dizaines de produits que lui injecte quotidiennement le docteur Morel, qui est un personnage aussi
un personnage intéressant à mettre en évidence. Très détesté. Alors on retrouve la même haine intestine qu'il y a chez les grands dignitaires, on retrouve ça chez les docteurs. Donc lui, il est très haï. Il est spécialiste en maladies... En bénorragie, oui, voilà. En maladies vénériennes. C'est sans doute pour cela, parce que Hitler traîne une syphilis, donc c'est peut-être pour ça qu'on l'adresse à Hitler, mais il va très largement vite excéder tout ça, parce que le patient son dossier est assez lourd. Oui, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup François-Guillaume Laurin. Merci. Je rappelle donc que votre grand dossier sur toutes ces révélations sur Hitler et sur le Troisième Reich se trouve dans le Point de cette semaine. Je vous rappelle également, présenté par Helmut Heiber chez Tempus, Hitler parle à ses généraux, et puis bien sûr l'ouvrage qui a servi un peu de base à tout ça, de François Kersaudy aux éditions Perrin, Les secrets du Troisième Reich. Nous aurons donc l'occasion dès lundi prochain d'évoquer le cas des Juifs de France pendant l'occupation. Ça fera l'objet d'une émission à part entière lundi prochain.